Donc notre thématique aujourd'hui, c'est une conférence, bien sûr, qui va toucher la thématique du salon, la franchise, mais plus particulièrement ici, quel est le bon équilibre à trouver entre commerce physique, commerce en ligne, enseigne nationale, artisans ou encore producteurs locaux. Alors pour commencer et débuter cette table ronde, je vais laisser la parole à Monsieur Cognier, maire de Mantes-la-Jolie. Je vous en prie. Merci beaucoup de m'avoir invité déjà. Je suis là avec mon équipe, mon adjointe au commerce, Carole Philippe, ma manager de commerce et le responsable de ces questions à l'hôtel de ville. Je crois qu'on a un timing un peu court, donc je vais essayer d'aller droit à l'essentiel. En matière de centre-ville, ce qu'il faut commencer par faire selon nous et la stratégie qu'on a à Mantes-la-Jolie, c'est déjà d'essayer de comprendre ce qui se passe. Comprendre ce qui se passe parce que le ressenti habitant ou le ressenti commerce n'est pas forcément le plus objectif. Nos habitants comprennent assez bien ce qui ferme, voient assez peu ce qui ouvre et ne sont pas forcément objectifs sur la situation. Et pour comprendre ce qui se passe, il faut absolument qu'on travaille avec les partenaires, qu'on puisse mesurer, quantifier et qu'on puisse élaborer notre stratégie avec les forces vives, commerçants, artisans, banques, chambres de commerce, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par mesurer les taux de vacances, les taux d'enseigne nationale et déterminer les activités stratégiques. Une fois qu'on a mieux compris ce qui se passait, la question à se poser, c'est celle de l'échelle d'intervention. Et l'échelle d'intervention, pour moi, elle est de 3 niveaux. Alors, j'arrive pas à défiler les slides en même temps, donc je dois avoir une télécommande qui marche pas, mais je vais le faire sans. La première, c'est l'échelle du manager de commerce. Donc, le rôle du manager de commerce, chez nous, c'est Margot Pemzek, c'est de faire un lieu et guichet unique. Nous, on a choisi de faire un office du commerce à l'extérieur de l'hôtel de ville, en centre-ville, pour que tous les porteurs de projets puissent venir y vivre, y venir et se renseigner. Évidemment, il y a un écosystème, une plaquette, un flyer, la participation à des salons immobiliers commerciaux, un plan guide de commercialisation. Donc maintenant, on sait à peu près ce qu'on veut par rue et par secteur. Et puis, une base de données géocalisée. Tout ça, c'est le manager de commerce qui s'en occupe et qui permet d'identifier en un seul lieu tous les gens qui veulent avoir des renseignements sur le commerce à Mantes. Ensuite, il y a l'échelle du... donc, il y a le manager. Ensuite, il y a les commerçants. Parce qu'un maire ne peut pas tout faire en matière de commerce. Il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, et notamment qui dépendent des commerçants. Donc, il y a la question des horaires d'ouverture, de la visibilité numérique. Là-dessus, le Covid nous a beaucoup aidé. Je trouve qu'on a fait un bond de géant en quelques mois là-dessus. Des commerçants qui nous disaient il y a encore un an, ça ne sert à rien d'avoir un site internet, une page Facebook s'y sont mis. On les a aussi accompagnés. Avoir une association de commerçants, très important. Des endroits pour partager des expériences, et l'Office du commerce nous aide. La question de la modernisation de nos devantures et de l'accueil et services. Parce qu'un un commerçant est souverain dans sa boutique, mais on sait quand même que pour un certain nombre d'entre eux, des habitudes ont été prises qui ne sont pas très compatibles avec le commerce d'aujourd'hui, et que si on peut les aider à changer certains comportements tout en n'étant pas trop directif, ça aide. Donc il y a l'échelle du manager de centre-ville, je l'ai dit, il y a l'échelle des commerçants, et puis il y a aussi l'échelle de la ville, et ça c'est à la mairie, au maire, à son adjointe de s'en occuper. Pour ça, il nous faut des outils. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voter le 14 octobre le principe d'une société d'économie mixte patrimoniale dans laquelle on va transférer tous nos murs de locaux qui appartiennent à la ville. Et on va aussi assumer l'idée d'en acquérir de nouveaux. Notre idée, c'est de nous rendre propriétaires dans les 3 ans qui viennent d'une vingtaine de boutiques en centre-ville, qui sont les boutiques les plus stratégiques pour nous. C'est absolument indispensable de maîtriser, selon nous, les murs des commerces pour maîtriser la destination des commerces et ce qu'on veut faire à l'intérieur. Il nous arrive aussi de racheter des baux, mais c'est beaucoup plus rare. Ce qu'on veut, c'est maîtriser des murs. Ensuite, il y a la question du stationnement. Donc ça aussi, il faut mesurer. Et puis, il faut communiquer. C'est aussi le rôle du maire pour montrer ce que la ville de Mantes-la-Jolie fait en cette matière. Alors ensuite, la question de comment gérer un bon équilibre entre les enseignes. Quels outils on a mis en place? D'abord, on a, avec l'Office du commerce, guidé les commerçants. Ensuite, on a facilité la montée en gamme. On a fait une charte des devantures. En plus, on est classé, vous ne le savez peut-être pas, mais on a une collégiale dans le centre-ville de Mantes-la-Jolie, ce qui fait qu'on a un patrimoine historique très important. Donc on a créé une charte des devantures pour faire en sorte que les gens s'adaptent ou bien ne s'installent pas. Ensuite, on a fait un fonds d'innovation commerciale. Donc ça veut dire que si vous mettez en place certaines pratiques, on a des aides directes pour vous aider à vous moderniser. Digitalisation de l'offre, j'en ai parlé, et rendre acteur l'association de commerçants, c'est-à-dire en gros, ne venez pas juste nous voir pour dire ce qui ne va pas, mais essayez de nous proposer ce qui va, et essayez de nous demander ce qui manque comme enseigne. Et ensuite, une création de prime à l'installation. Maintenant, dès qu'un projet s'installe en centre-ville de Mantes, on a un budget pour l'aider à s'implanter. Ensuite, il faut agir sur l'immobilier d'entreprise. J'en ai parlé tout à l'heure, je le redis. On a une cartographie très précise de notre centre-ville. On sait ce qu'on veut entre le cœur marchand, les places du cœur, la place récréative, etc. Et on veut faire pression, amicale évidemment, sur la négociation avec les propriétaires en utilisant le droit de préemption commerciale. Quand une surface se vend et que ce n'est pas quelque chose qui
correspond à nos besoins en matière de commerce, nous assumons le fait d'acheter pour pouvoir non pas gagner de l'argent, mais avoir un TRI, un taux de retour sur investissement qui nous permette d'acheter de nouveaux locaux. Et les études qu'on montrent que tout ça peut être rentable. Et puis, on veut aussi maîtriser les loyers, parce que je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on a un vrai problème avec le montant des loyers à certains endroits. Et donc, on veut, par ce biais, agir sur les loyers. Voilà, je vais faire très très vite parce que j'imagine que j'ai déjà dépassé mon temps de parole et je ne veux surtout pas censurer mes collègues. Mais je le redis, la condition sine qua non de réussite, c'est d'agir sur tous ces leviers en même temps. Parce que si on s'occupe du stationnement, si on s'occupait de la piétonisation, si on s'occupe de la piétonisation, si on s'occupait des murs des commerces, si on s'occupe de l'habitat sans s'occuper de l'animation culturelle et touristique, il nous manque toujours une brique, toujours un échelon. Et c'est en intégrant tous ces sujets et donc en travaillant entre tous les adjoints concernés sous l'autorité du maire que nous réussissons à avoir un centre-ville de plus en plus joli. Les visuels devant vous vous montrent qu'on a quand même pas trop mal réussi, mais il reste encore beaucoup de travail. Merci beaucoup, monsieur le maire. Témoignage très complémentaire à celui de Margot Pomzek qu'on a écouté tout à l'heure. Et c'est vrai que ça nous permet de bien voir toute la dynamique qui s'est mise en place à Mantes-la-Jolie. Donc je vais maintenant laisser la parole à Christophe Rivinc, qui est président d'Alès Agglomération et premier adjoint au maire d'Alès. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci tout d'abord de m'avoir convié à cette rencontre très importante autour d'un des points très majeurs de nos villes et de nos cœurs de ville, bien sûr, l'animation commerciale. Alors moi, je ne vais pas redire ce que le maire de Mantes-la-Jolie a dit, mais à la limite, je pourrais redire quasiment la même chose. Voilà plus de 10 ans qu'à Alès, et je salue Pierre Creuset, avec qui nous avons travaillé parmi les d'une toute première ville de France, avec Cœur de Ville en Mouvement. Je crois que c'était les années 2010. Ah bah tiens, on voit Alès s'afficher. Je ne savais pas qu'on était venu avec des photos. Depuis 2010, nous nous sommes préoccupés effectivement de la dynamique du cœur de ville de la ville d'Alès. Alors la ville d'Alès en 2 mots quand même, parce que tout le monde ne connaît malheureusement pas la ville d'Alès. Je vous invite à venir la découvrir. Alès, c'est la capitale des Cévennes. C'est une sous-préfecture, 2e ville du Gard. Et l'agglomération que j'ai l'honneur de présider compte 72 communes pour 130 000 habitants. Le bassin commercial étant à peu près de 180 000 habitants. La ville-préfecture du Gard est en Nîmes. Et donc c'est le sud de la France. Et pour anecdote, Alès c'est la seule ville porte des étoiles au monde, the Stargate of the World. Et oui, nous sommes la seule ville au monde pour l'instant à ce jour porte des étoiles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons fait des choix majeurs en matière de développement depuis 1995 où avec Max Roustan nous gérons aux destinées de ce territoire. C'est de travailler sur l'environnement. Puisque Alès a tous les prix qui peuvent exister en matière d'environnement. Je ne vais pas les détailler bien sûr aujourd'hui, mais c'est essentiel par rapport au débat d'aujourd'hui. Et il y a plus de 10 ans, nous avons investi justement sur la reprise en main du cœur de ville, avec parmi les premiers territoires à avoir travaillé sur des états généraux du cœur de ville. C'était en 2016, avant même que le gouvernement mette en place cette opération cœur de ville. Nous avons lancé des grands états généraux où nous avons invité l'ensemble de la population du bassin, au-delà de la ville d'Alès, à venir discuter de la façon, de la manière dont ils voyaient l'évolution du cœur de ville dans toutes ses dimensions. Bien sûr, l'habitat, on en a parlé, mais c'est très important par rapport au commerce. Bien sûr, les animations, bien sûr, le traitement des espaces, bien sûr, la place de la voiture et du piéton, et bien sûr, l'activité commerciale. Ce que je peux dire quasiment 5 ans après, c'est que non seulement ces états généraux ont été une grande réussite, puisque la soirée de lancement avec le maire, nous avons réuni plus de 1500 personnes au théâtre pour participer. Et ça a été plus de 50 heures de réunion avec tous les acteurs habitants, mais aussi tous les acteurs du territoire qui ont travaillé sur la dynamique de ce cœur de ville dans tous ces domaines, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc avec des actions très concrètes. 38 actions ont été mises en œuvre suite à ces états généraux qui sont quasiment toutes réalisées dans tous les domaines. Alors, je vais en détailler quelques-unes, mais je pense que là, on saura à peu près, suivant les territoires. Vous me coupez quand j'ai passé mon temps de parole, sinon je vous garde pendant 1 heure. Donc, notamment, par exemple, sur les mobilités, sur les politiques de stationnement, que nous avons mis en place très rapidement à la demande justement des commerçants et des habitants, mais avec des politiques assez équilibrées. C'est par exemple la mise en place de navettes gratuites électriques en centre-ville, avec un réseau de navettes qui nous permet de relier les parkings à toutes les rues du cœur de ville. C'est bien sûr aussi une politique de stationnement, et je voudrais en dire 2 mots, puisque nous avons pris la décision de mettre une politique tarifaire dans tous les parkings de structure, au nombre de 6, c'est-à-dire parking souterrain. Moins de 2 heures, c'est gratuit. Alors, pourquoi moins de 2 heures, c'est gratuit? Ce n'est pas 2 heures gratuites, c'est moins de 2 heures, c'est gratuit. C'est-à-dire que si vous restez moins de 2 heures dans les parkings de structure, vous ne payez rien à la sortie. Et moins d'1 heure, c'est gratuit sur la surface. C'est-à-dire que vous avez
effectivement 1 heure de stationnement gratuit et puis quelques parkings gratuits en périphérie du cœur de ville pour faire en sorte que le coût du stationnement, trop souvent dit par certains commerçants comme étant un frein à la dynamique commerciale, ne le soit plus. Alors c'est vrai qu'on a vu un remplissage de nos parcs de stationnement, parce que quand on a la chance d'habiter dans le sud de la France, on rentre difficilement dans les parkings souterrains, on aime bien rester en surface, on n'est pas à Paris, mais pour autant il a fallu dynamiser ces parkings. Le seul petit souci, et j'en parle aussi, qui est un vrai problème pour nous les élus locaux, c'est que ces parkings, par exemple, qui sont gérés en régie directe et qui nous permettent justement de mettre en place ces politiques tarifaires, sont gérés dans des budgets annexes. Alors ça parle aux élus. Et du coup, j'ai perdu plus de 700 000 euros de recettes tarifaires qui me met mon budget annexe en déséquilibre, ce qui est illégal. Donc d'un côté, j'ai la liberté, entre guillemets, de fixer des politiques tarifaires, mais de l'autre côté, j'ai des contraintes réglementaires et financières qui font qu'à un moment, cette politique tarifaire, si elle continue à faire perdre de l'argent au budget annexe, je ne pourrai pas la continuer. Donc vous voyez quand même, là, il faudra que le législateur se penche sur ces questions justement de subventionnement de budget annexe. J'en dis 2 mots, mais c'est important. Et puis les politiques de mobilité. Et puis nous avons travaillé avec les commerçants, mais surtout avec les usagers du cœur de ville. C'est-à-dire que, bon, c'est bien de travailler pour les commerçants, mais c'est encore mieux de travailler pour les clients. Et donc on a fait des grosses opérations pour essayer de comprendre les habitudes et les besoins des clients, mais notamment par rapport à la montée en charge d'Internet et du commerce en ligne, contre lequel nous avons voulu lutter à notre échelle, et notamment par rapport aux grandes plateformes qui aujourd'hui montent en charge. En créant, par exemple, dans le cadre de la crise, une plateforme locale qui s'appelle Alès of Course, et qui permet justement, avec la mobilisation des commerces, de pouvoir avoir de commerce en ligne, mais localisé, c'est-à-dire justement avec des boutiques en ligne. Ce que je voudrais dire, c'est que ça ne marche pas à la hauteur de ce que nous espérons, parce qu'effectivement, les petits commerces de cœur de ville, pas les franchisés, mais en l'occurrence commerces indépendants, très nombreux à l'Est, ont beaucoup de difficultés à pouvoir mobiliser du temps pour pouvoir investir sur ces plateformes. Donc là aussi, il faut réfléchir. Donc on finance, c'est quelque chose que nous avons totalement financé, qu'on a fait un peu financer aussi par le FISAC, mais dont on voit toute la difficulté pour les commerçants. Ils savent que c'est un besoin d'y aller, mais effectivement, parfois, ils ont des difficultés à pouvoir faire vivre. Donc, j'en termine, c'est ça ? Je pourrais les plateformes en ligne pour lutter, entre guillemets, contre le développement de ces plateformes, ces méga plateformes internationales, et puis travailler sur la qualité des espaces. Et ça, c'est très important et on pourra y revenir. Et bien sûr, je suis venu accompagné de d'un de nos 2 médiateurs de cœur de ville, Mathieu Villermy, qui m'accompagne aujourd'hui. Et donc ça aussi, pour travailler avec les commerçants, on pourrait développer Maison du Commerce et tout ce que nous avons mis en place. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rivinc. N'hésitez pas, pour les autres personnes, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, vous pourrez les retrouver après lors du cocktail sur le stand de Centre-Ville en Mouvement notamment. Voilà. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Martine Glandier, qui est adjointe au maire au commerce et à l'artisanat de la ville de Villefranche-sur-Saône. Je vous en prie. Oui. Alors, bonjour à tous. Merci effectivement de m'avoir invité. Villefranche-sur-Saône, c'est 38 000 habitants. C'est à 25 km de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas. On a une exception, c'est qu'on a une zone de chalandise de 220 000 habitants, ce qui est très important. Et on a un appareil commercial qui ne correspond pas du tout à une ville de 38 000 habitants. On a 950 commerces, donc 90 GMS. On en a 570 en centre-ville et on en a 380 en périphérie. Ça représente à peu près, pour vous donner une idée, les 570 commerces font aux alentours, alors c'est une moyenne évidemment, de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pas négligeable et on a énormément de grandes enseignes et d'enseignes nationales. On est très, très gâtés. Pour tout vous dire, on a reçu une distinction de MyTraffic et Ville-de-France qui ont reconnu notre centre-ville comme le plus dynamique des villes de moins de 100 000 habitants. Donc on était très honorés de recevoir ce prix. Alors, comment on en est arrivé là ? Il n'y a pas de recette miracle, sinon ça se saurait. Simplement pour vous dire, on a d'abord fait une étude d'attractivité. Ça a été pour nous très important d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui mette un diagnostic et qui nous dise et qui le voit avec des yeux neufs. Donc ça a été très, très important pour nous. On en a ressorti des activités qui nous manquaient sur le territoire. Donc, à partir du moment où on avait cette liste, on a pu avancer, et j'y reviendrai. On a créé un périmètre de centralité, ce qui nous a permis d'avoir un outil juridique avec ce droit de préemption,
sur les fonds de commerce. Donc ça a été très important et on l'utilise, on le brandit pour le moment, on l'a utilisé une fois, mais c'est utile. Excusez-moi. Et puis, on a mis en place un soutien financier, puisque avec la région, nous avons conventionné sur un montant, par exemple, de 50 000 € de travaux faits pour rénover un commerce, nous leur donnons 30%. C'est toujours appréciable. Nous avons également une politique d'accompagnement de porteurs de projets. Ça, c'est très fort. Un porteur de projet vient nous voir, on l'accompagne de bout en bout. On arrive à soit acheter pour lui effectivement un commerce, excusez-moi, soit acheter un commerce, soit on le met en lien avec les propriétaires, soit on va plus loin. On a des porteurs de projets qui arrivent et qui me disent « je voudrais ouvrir un commerce, mais je ne sais pas très bien de quoi ». Et moi, j'ai dans ma besace un certain nombre de franchiseurs, c'est pour ça que je viens au salon de la franchise, qui sont intéressés parce qu'on les a déjà eus et ils nous ont dit « oui, on veut venir sur votre ville ». Et du coup, on fait le lien et voilà. Et on essaye de faire grossir la ville avec un maître mot qui est toujours de dire quelle est la valeur ajoutée du commerce qui vient. Si c'est pour avoir une énième boulangerie, ça ne sert à rien, ça ne nous intéresse pas. Et on fait ce qu'il faut pour qu'ils ne viennent pas s'installer. Alors là, je vais être un peu brutale et un peu directe, mais c'est vraiment fondamental. Il faut y aller. C'est sûr qu'on ne se fait pas que des amis, mais c'est vraiment important. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi parler de la périphérie. On n'en parle pas. La périphérie et le centre-ville doivent non pas se cannibaliser, mais se rendre plus forts chacun par rapport à l'autre. Et pour ça, on a des outils. On a un PLU. À la suite de l'étude d'attractivité, nous, on a mis des règles très strictes. Par exemple, pas d'installation de commerce de moins de 600 mètres carrés en périphérie. Quoi qu'ils fassent, quelle que soit l'enseigne, on n'en veut pas. On leur dit, venez en centre-ville, n'allez pas en périphérie. On s'est opposé fortement à tout ce qui est locomotive avec galerie marchande. Moi, je suis élue depuis 2008 et depuis 2008, on se bat là-dessus. Et ça, c'est aussi fondamental. Alors, on a un outil, c'est la CDAC. Moi, je suis toujours très étonnée, j'y siège depuis 2008, de voir des élus qui n'y viennent pas, qui laissent les porteurs de projets. C'est important, soit pour dire on accompagne et on est très content de ce projet-là, soit pour dire on n'en veut pas. Alors, c'est pas facile, je répète, parce que on a des procédures. J'en ai une là, jeudi prochain, en appel de quelqu'un qui n'est pas content parce qu'on lui a dit non. Mais peu importe. Je crois qu'il faut qu'on ait cette ambition-là. En périphérie, il y a des commerces qui ne peuvent être qu'en périphérie, et c'est très bien, mais il ne faut pas qu'il y ait cannibalisation, sinon nos centres-villes vont mourir. Aujourd'hui, on a ce centre-ville qui va bien. Donc, on va aller plus loin puisqu'on est en train de travailler sur une étude de création d'un périmètre de sauvegarde sur la périphérie, là aussi pour pouvoir préempter les fonds de commerce, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on veut effectivement pouvoir choisir nos commerçants. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je vous le dis et je vous le redis, venez en CDAC, suivez les projets et opposez-vous. Mais il faut y aller, il faut aller en CNAC, il faut les accompagner. Souvent, je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui pensent que c'est le développeur qui doit y aller avec un avocat. Moi, j'ai été 4 fois en CNAC. C'est pas facile, mais il faut y aller, quoi. Voilà. En tout cas, bon courage à vous tous. Merci beaucoup, Martine Glandier, pour ce témoignage et toutes vos convictions que vous portez pour votre centre-ville. Je vais maintenant laisser la parole à Karel Hermenier, qui est adjointe au maire dynamique commerciale de la ville de Brest. Je vous en prie, Karel. Merci pour cette invitation. Donc, la ville de Brest est située tout en haut à gauche, comme on dit, dans le Finistère. Donc, c'est une ville maritime, une ville reconstruite qui est vraiment tournée vers la mer. Et comme je l'ai dit à ma collègue précédente, après Brest, c'est New York. Donc, vous voyez qu'en termes de commerce, on est plutôt pas mal également. Donc 140 000 habitants sur la ville, une métropole de 215 000 habitants, un bassin de vie d'environ 400 000 habitants, donc beaucoup de consommateurs également présents.
Donc nous, ce qu'on observe sur le centre-ville et le cœur de métropole, que nous avons aussi également bien délimité, c'est un centre-ville quand même qui est assez équilibré entre les franchises et les commerces locaux. Nous n'avons pas de dispositif particulier pour attirer les franchises. Nous avons deux galeries commerciales en plein cœur de ville, dont c'est un peu la fonction d'aller chercher des franchiseurs, et ce qui permet parfois aussi que les franchiseurs, au lieu de s'installer dans la galerie, s'installent plutôt en dehors. Et la crise Covid a aussi permis à certains franchiseurs de se dire que c'était quand même pas mal d'avoir un pas de porte, parce que quand les centres commerciaux ferment, ils ont pu quand même aussi maintenir leur activité de click and collect. Donc voilà, sur la ville de Brest. Par contre, nous avons bien sûr, comme le disait le collègue de Mantes-la-Jolie, aussi tous ces dispositifs que nous avons pu mettre en place. Nous avons sur cette délimitation des secteurs qui sont un petit peu plus à l'abandon que le cœur même de ville, pour lequel on a créé ce qu'on appelait, nous, un générateur, donc où on était sur de l'aide à l'investissement, soit du propriétaire, soit du porteur de projet, soit des deux, ce qui nous a permis, sur un secteur où il y avait à peu près une vingtaine de locaux complètement vides, de pouvoir recréer 17 projets, et ce qui redonne aussi une vie de quartier. On n'est pas allé forcément que sur du commerce, on est allé aussi sur du service, sur de l'associatif, ce qui permet de redynamiser aussi un secteur et pas de forcément vouloir faire que du commerce partout, parce qu'à un moment donné, le gâteau n'est pas forcément assez grand pour tout le monde. Donc sur les commerces locaux, on a par contre plutôt du coup cette aide qui est possible. Et puis après, voilà, le cœur de ville, c'est aussi donc voilà tous les dispositifs qui ont été décrits. Je ne vais pas les reprendre sur la ville de Brest, ils sont bien sûr mis en place. Peut-être aussi montrer que ce qui est important aussi, c'est la vie des quartiers. On a la chance d'avoir des halles, 2 halles en fait en centre-ville, dont celle-ci qui est vraiment en cœur de Siam et qui est sur un projet de rénovation complète en intérieur. Aujourd'hui, elle est ouverte uniquement sur l'extérieur, et tout autour, vous avez un grand marché qui a une vocation métropolitaine, où vous avez environ chaque dimanche 15 000 personnes qui se succèdent sur ce marché. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier aussi nos marchés. Il ne faut pas oublier dans chaque quartier, nous avons 21 marchés sur la ville de Brest. C'est des producteurs locaux, c'est des commerces locaux, et donc c'est aussi important de bien les intégrer dans le cœur de ville. Et puis on a voulu aussi aller avec notre association des vitrines, de faire ce qu'on appelle un peu de communication, de marketing. Et donc sur Brest, on a créé cette expression de Brest, recentrons-nous, qui est vraiment l'idée de revenez dans le centre-ville. Alors comment on y revient ? Pourquoi on y vient ? Pas forcément pour consommer. Aujourd'hui, on voit bien que l'acte d'achat n'est pas la seule chose qui fait venir les gens en centre-ville. Et donc on est parti de l'expérience. Quelle expérience je peux avoir moi en tant que consommateur ? C'est-à-dire je viens faire mon marché, et puis après, l'image ici où je fais mon marché et puis je refais le monde au café avec mes amis sur mes terrasses en consommation. Je viens voir les illuminations de Noël et en même temps j'en profite pour faire mes cadeaux. Donc à chaque fois, remettre en situation les consommateurs sur l'intérêt à venir au centre-ville. Là, on a aussi également fait des portraits de commerçants. Ça, c'est très important aussi. On replace l'humain, en fait, dans cette action de commerce. Et donc, cette campagne est très attendue parce qu'elle est rythmée à chaque grand événement, Noël, l'été, quand il y a les braderies, etc. Donc, on voit que c'est très attendu. Et puis, bien sûr, après, ce qui est aussi important et ce qu'on travaille depuis une année, c'est... en tant qu'adjointe au commerce, je pourrais juste travailler sur le commerce. Mais après, on travaille aussi avec les autres élus thématiques. Donc c'est important. On a beaucoup travaillé parce qu'on a eu cette chance d'avoir le Tour de France au départ cette année. Et du coup, avec l'élu au sport, je me suis dit, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Les commerçants, au début, disent le Tour de France, il n'y a plus personne, tout le monde est en train de regarder le Tour, on n'aura personne dans nos commerces. Et d'une faiblesse, faisons-en une force. Et donc, on a vraiment animé les commerçants autour du Tour de France. Et on le fait sur d'autres activités sportives. On va avoir des Open de tennis prochainement. Et on les intègre dans le processus, notamment sur la culture aussi. On va avoir un gros projet d'art en centre sur des vitrines qui sont vides et du coup qu'on va animer pendant toute une période au mois du novembre-décembre sur Noël pour il se passe quelque chose et il y a vraiment rien de vide. Et donc je pense que le croisement des élus est très important pour la dynamisation de nos centres-villes.
Merci beaucoup et je pense que vous avez raison d'insister sur cette complémentarité qui paraît essentielle pour relancer et lancer la dynamique des centres-villes. Donc vous êtes bien recentré, je pense, à Brest, pour reprendre votre slogan. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Didier Rizzo, qui est adjoint au maire de commerce et attractivité de la ville de Valenciennes. Je vous en prie. Alors oui, ça fonctionne. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Alors nous, on est Valenciennes, 3e ville des Hauts-de-France, 220 millions dépensés dans le centre-ville. Et ce que j'entends, on l'a mis en place, nous, il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'on a fait un bilan de notre commerce, mais on a fait aussi un bilan de l'habitat de notre ville. Et on s'est mis en ordre de marche, c'est-à-dire que nous avons commencé à travailler sur le projet d'une foncière qui a été créée. Et cette foncière, on a ouvert notre première boutique au mois de juillet. 3 autres ont été achetées depuis et nous sommes sur un total de 17 cellules vides qui seront achetées sur 3 ans. Les 4 cellules aujourd'hui sont occupées par des... Alors, ce sont des cellules qui ont été rénovées dans le principe et qui aujourd'hui permettent aux porteurs de projets, parce que la difficulté, parce qu'on a tous des porteurs de projets qui tapent à la porte de la mairie et qui viennent et qui sont en difficulté parce que dans le projet, il y a le financement et quelquefois, le financement est un peu court. Et quand le projet peut aboutir et qu'on trouve une cellule, mais que cette cellule est dégradée, il faut remettre des moyens pour rénover cette cellule et le porteur de projet se trouve très rapidement en difficulté. Et moi, c'est ce que je voulais plus, parce que des beaux projets mourraient par un manque de financement ou par un manque de l'attractivité déjà de la cellule. Et ça a permis d'amener une nouvelle typologie de commerçants qui étaient sécurisés, de rentrer dans une cellule entièrement normée, sécurisée, et ça amène un potentiel et ça amène, en termes de nouveaux commerçants, rapides. Et en 2 ans, on a fait 47 ouvertures à Valenciennes. Parce que quand vous mettez dans une rue qui est en difficulté 2 cellules rénovées, 2 nouvelles typologies de commerçants, ça va attirer d'autres commerçants dans les autres cellules qui sont vides et qui sont moins neuves. Donc on a une certaine réussite là-dessus. Mise en place aussi d'une navette gratuite qui s'appelle le Cordon. Nous sommes la ville du Saint-Cordon. Donc le Cordon fait le tour de la ville avec des étapes, permet de ramener le chaland dans le centre-ville pour justement profiter de cette ville qui se repeuple. Et petit chiffre, nous sommes passés d'un taux de vacances qui était aux alentours de 15% à moins de 7% dans l'hypercentre. C'est une ville de 50 000 habitants avec une agglo de 350 000 habitants. Donc la reconquête du commerce par le prix de loyer, je l'ai entendu tout à l'heure, ça c'est primordial. Le prix du loyer fait tout, mais l'accompagnement, et quand je parle d'accompagnement, c'est de ne pas avoir... des fois, on se sent isolé en tant que mairie, mais il ne faut pas avoir peur de travailler avec le réseau, les consulaires, que l'on oublie souvent, qui ont une vraie expertise, qui savent, qui sont en capacité de vous faire des études, de vous donner un rendu rapide et d'accompagner le commerçant. Parce qu'une fois que le commerçant est dans son commerce, qu'il a ouvert, il faut l'amener à la transition numérique. Donc là-dessus aussi, nous, alors tout à l'heure, j'ai entendu que le fait de numériser les commerçants, c'était difficile. Bon, je suis désolé, nous avons 350 commerçants qui sont sur une plateforme, qui ont 25 000 produits, 30 000 vues par mois. Et tout ça, ça s'est rendu possible parce que nous avons mis au cœur de la réflexion les commerçants, la mairie, les consulaires. Et aujourd'hui, ça a trouvé tout son sens pendant le Covid parce que des commerces ont pu vendre leur stock pendant qu'ils étaient fermés. Et aujourd'hui, vous imaginez 30 000 vues par mois, le référencement, et vous allez réussir. Mais il faut persévérer parce qu'on a mis 5 ans. Mais Amazon, c'est bien de le prendre en exemple. C'est bien de le prendre en exemple pour la qualité de ce qu'ils amènent. Et après, il faut l'adapter. Donc, on est capable sur Valenciennes de visualiser le produit, de le commander, de se le faire livrer, de le payer. Tout ça, c'est au point. Donc, tout ça pour dire que c'est encore possible et que le Covid, dans tout le malheur qu'il a pu amener, a ramené aussi une possibilité pour le centre-ville de renaître. Parce qu'on a retrouvé le sens de la proximité, le sens du service, le sens de la présence de son commerçant. Et les gens, les chalands et les habitants de la ville se sont rendus compte des services qu'amenait le commerce de proximité. Et moi, je pense que c'est essentiel.
il ne faut jamais oublier aussi la rénovation de l'habitat parce que une ville doit vivre par son commerce, mais le commerce ne peut pas vivre sans une ville qui est habitée. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur le fait, et ça Action Cœur de Ville le permet, d'aller rénover l'habitat qui est dégradé parce que quand le commerçant l'histoire du commerce, c'est le commerçant qui travaillait dans son commerce et qui rentrait chez lui le soir, il montait l'escalier pour rentrer chez lui. Hein, donc forcément, quand il a eu envie d'un peu de nature, il a quitté la ville. Donc ça affaiblit aussi un peu la ville. Et il faut prendre en considération qu'une ville qui a un habitat de bonne qualité va attirer de nouveaux habitants, donc de nouveaux consommateurs aussi dans son centre-ville. Donc les axes prioritaires de la ville de Valenciennes, monsieur le maire, on a la chance, on a un maire qui est ambassadeur de sa ville, mais qui est aussi un bâtisseur, fait qu'on est parti aussi à la reconquête des friches de l'habitation de centre-ville, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, c'est fragile, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile et qu'au quotidien, il ne faut pas être concentré, mais la numérisation, l'habitat, la piétonisation aussi, qui est un axe important de développement de la ville. Nous sommes en train de piétoniser aussi la ville et la végétaliser parce que le Chaland a besoin aussi de... La ville est un centre d'achat, de destination. On y va parce qu'on a envie d'y trouver quelque chose. Et c'est l'offre qui fera que la ville sera fréquentée. Donc l'équilibre entre la piétonisation, la voiture, il ne faut pas opposer tout ça. On a besoin de la voiture, on a besoin des parkings. La gratuité du parking, je pense que le Chaland aura envie de payer son parking. Il ne regardera pas le prix de son parking s'il a trouvé une offre. Donc il faut d'abord capitaliser sur une offre complète et les parkings se rempliront. Donc nous, on a fait 2 fois 20 minutes le matin gratuite, 2 heures le midi forcément pour nos restaurateurs, pour que la personne qui puisse déjeuner puisse déjeuner. Je vais devoir vous... Je termine. Et 20 minutes après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je suis désolé, on vous speed un petit peu, mais c'est vrai que niveau timing, on est un peu serré. Il nous reste encore 2 intervenants. Donc, concernant le numérique, je vous invite aussi à consulter le livre blanc que nous avons écrit à Centre-Ville en Mouvement, le Centre-Ville à portée de main, que vous pouvez retrouver donc sur notre site en version numérique ou sur notre stand en version papier. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Serge Vallée, qui est adjoint au maire commerce de la ville d'Argentan en Normandie. Donc, ville qui a beaucoup de choses à raconter aussi. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, je ne sais pas si on a le petit diaporama, Charles-Antoine, mais bon, moi, je suis le petit pousset de l'histoire, puisque j'imagine que tout le monde connaît Argentan. Mais si jamais il y en avait un qui ne connaissait pas, c'est une petite ville de 14 000 habitants dans l'Orne, donc au sud de la Normandie. Alors, la grosse différence que j'ai avec tous les petits camarades qui viennent d'intervenir, c'est que nous, on a une zone d'activité commerciale avec 20 000 habitants, globalement. La ville en fait 14, 20 000 habitants. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes problématiques. Alors il y a des choses qui sont sans doute moins bien parce qu'on a une petite ville, mais il y en a aussi qui sont sans doute mieux parce qu'on a notre manager de centre-ville, Julien, qui est ici. Bah forcément, on a un peu moins de 300 cellules commerciales, périphériques comprises, donc il connaît tout le monde. Hein, on va chez les commerçants et moi, je me suis attaché dans le petit diaporama pour répondre à la question qui était posée sur la complémentarité et l'équilibre entre le physique, le digital et les franchises et les indépendants, à vous prendre des exemples. Bon, j'ai pas les mêmes problèmes de parking que vous, hein, puisque nous, le parking, il est gratuit, partout. Voilà. Il est gratuit tout le temps. On n'a pas de parking souterrain, donc voilà, on n'a pas les mêmes enjeux. Cela dit, c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que la ville est attractive et qu'on a plein de gens des grandes villes, je pense à Paris, hein, qui viennent s'implanter dans notre belle Normandie, parce qu'on est à 2 heures de Paris en train et qu'aujourd'hui, une belle maison, c'est 150 000 euros et que les gens trouvent un petit centre-ville. Ils ne fuient pas le centre-ville, mais au contraire, ils viennent, ils viennent respirer en étant dans le centre-ville. Donc voilà, c'est des problématiques qui sont différentes. Donc je vais m'attacher un peu à répondre à cette question sur les franchises. Est-ce que ce sont souvent des locomotives ? Puisque nous, j'ai pris l'exemple là, Sergent-Major Camailleux, vous avez tous ça dans vos villes, ce sont des locomotives. Parfois, ça peut être problématique, parce que dans une petite ville comme la nôtre, quand il y en a une qui part, alors là, tout le monde se rend compte qu'il y en a une qui est partie. Je prends un exemple, on a Jennifer qui est partie il y a 1 mois. Absolument pas à cause d'Argentan. On a un commerce qui est dynamique, et le patron de Jennifer, de la franchise, lui, il me disait la semaine dernière, mais moi je gagnais de l'argent. Sauf qu'en fait, le contrat n'a pas été renouvelé, parce que Jennifer a une politique nationale qui dit, nous maintenant, on ne prend que les villes de plus de, on va dire, 100 000 ou 150 000 habitants, et donc Argentan, ça nous intéresse pas. Bon, donc ils sont partis. Donc on est tributaire de cette politique de franchise. Même si Pimki, qui
qui avait quitté la ville il y a 5 ans, revient à la place de Jennifer. Bon, c'est comme ça, c'est les choix stratégiques d'enseigne. Alors, on se base aussi, avec ces franchises qui sont des locomotives, sur les indépendants. Je vous ai mis une enseigne que vous ne connaissez pas forcément, qui s'appelle la Boîte à Délices. Ils ne font que des produits normands. Ils sont implantés en centre-ville d'Argentan. Et eux, évidemment, ce n'est pas une franchise. Ils ont un assortiment de dingue avec des produits qu'on trouve que chez eux ou à New York, je pense ou à Tokyo. Je pense à un cidre qui est fait dans la région. Et la Boîte à Délices, eux, ils proposent la richesse d'offres dans la ville. Mais, et c'est pour ça la troisième photo que j'ai mise en bas, je parle de la nécessité d'une complémentarité, parce que la photo que j'ai prise là, vous connaissez tous Yves Rocher, mais je l'ai prise depuis le magasin La Boîte à Délices. Parce que lui, il m'a dit, si je me suis installé ici, c'est parce qu'en face, il y a Yves Rocher. Et que donc, je trouve que ça matérialise bien cette complémentarité. Et Yves Rocher, aujourd'hui, utilise ma Boîte à Délices, qui est une population, une clientèle qui va chercher des produits très locaux, des produits spécifiques, des cadeaux, parce qu'ils font des animations croisées, parce que c'est un même type de clientèle. Et donc, je trouve qu'il y a une très belle complémentarité entre les franchises et les indépendants, et qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même papier. Dans le même panier, pardon. Alors, je parle aussi très rapidement du commerce en ligne, c'est une réalité, on ne peut pas le nier, on n'a pas, nous, de grandes plateformes installées sur notre bassin qui m'empêcheraient de dire du mal des grandes enseignes de commerce en ligne, mais c'est une réalité. Cela dit, le commerce physique, il est riche, varié et indispensable. Et alors là, je vous prends 3 exemples. En haut à droite, c'est une photo de la cave Henri IV. C'est un petit artisan, un commerçant indépendant qui propose des spécialités vins et spiritueux. Ça crée du dynamisme, ça crée de la vie. Et en dessous, on a des enseignes qui mettent en place ce qu'on appelle le phygital. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont, alors là en l'occurrence c'est Decathlon, mais on pourrait avoir Darty ou autre, ils utilisent à la fois leurs locaux, dans lesquels on va faire des courses parce qu'on a besoin de, je sais pas quoi, d'une paire de chaussures, et puis ils valorisent leur site en ligne. Et puis je vous ai mis une 3e photo qui s'appelle les petits looks d'Ombeline, parce que ça non plus personne connaît, c'est un commerce complètement indépendant. Et les petits looks d'Ombeline, en fait, elle a des vêtements spécifiques qu'on ne retrouve pas dans les autres villes de la région, mais qu'elle vend aussi en ligne, et elle réalise 50%, à peu près jusqu'à 50% de son chiffre d'affaires en ligne. Donc ça veut dire que le commerce en ligne n'est pas réservé que à des grandes enseignes qui ont une puissance de feu, qui ont des gros moyens, puisque des petites boutiques qui doivent faire, je sais pas, elle fait 50 mètres carrés sa boutique, et ben elle propose des choses extrêmement intéressantes sur le commerce en ligne. Alors, dernière diapo, pour remettre tout le monde d'accord, nous, on est de toute façon obligé d'avoir de tout. Et les commerçants d'Argentan, ils répondent aux enjeux locaux. Nous, on a renforcé le partenariat qu'on a avec la Fédération des commerçants, alors qui est une fédération à notre échelle, mais qui s'est très fortement renforcée ces 2 dernières années. C'était une volonté de la nouvelle municipalité, d'ailleurs, de le faire. Et on a mis en place, alors pas une grande application dont on entend parfois de la pub, on a mis en place une application qui s'appelle fermecourses.fr, qui est une plateforme solidaire et gratuite, qui a été mise en place au moment du 2e confinement. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, sur Argentan, c'est une vitrine en ligne. C'est-à-dire que ce n'est pas un site marchand. Et les commerçants du centre-ville, ils avaient envie de ça. C'est-à-dire ceux qui sont déjà très performants, qui ont un site internet qui marche bien, ils l'ont. Ils mettent le lien sur ce site internet, sur cette vitrine. Mais là, en fait, on a une vitrine en ligne de gens de consommateurs qui peuvent aller voir ce qui se passe et qui peuvent se dire, tiens, dans cette boutique que je ne connaissais pas, il y a tel assortiment et il y a tel produit, et ben je vais aller y faire mes courses. Et on est donc à l'échelle de notre ville, Jérôme, 14 000 habitants, on a eu 130 000 connexions en 8 mois pour 60 boutiques en ligne. Et c'est quelque chose qui nous paraissait pas forcément réalisable au départ et qui, maintenant, on en rediscutait tout à l'heure avec Julien, il faut qu'on renforce ça pour qu'on n'oppose pas le commerce en ligne au commerce physique, mais que nos commerçants, physiquement, puissent se développer aussi sur ce type de plateforme qui reste très local. Et évidemment, comme tous mes petits camarades, notre objectif, c'est de créer le bien-être et le bien-vivre. L'objectif, c'est qu'on revienne en centre-ville, parce que nous, on y vient beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et que les gens, ça c'est la responsabilité de la collectivité, créer les conditions pour que tout le monde se sente bien, vienne sur son banc connecté, vienne flâner, boire un verre, et puisse trouver ce dont il a besoin dans notre ville, que vous allez donc tous venir découvrir dans pas longtemps. Il y a un magnifique musée, Fernand Léger, André Marre, et je crois que Constant est de la famille de Fernand Léger, d'ailleurs. Merci. Un lien de parenté avec Fernand Léger et natif d'Argentan. Donc voilà. Et je vous invite aussi à découvrir cette ville qui a fait un chemin énorme depuis quelques années maintenant. Voilà. Et pour conclure et terminer donc, cette grande table ronde, j'ai laissé la parole à Luc Nantier, qui est adjoint au maire à l'animation commerciale de la ville d'Orléans.
Merci. Alors, pas facile de prendre la parole et de fermer le banc après autant d'intervenants parce que tout a été quasiment dit. Alors, je vais juste refaire un petit focus sur Orléans. Donc, avant de vous parler de la slide, Orléans, c'est 1 heure de Paris, globalement. Orléans, c'est 116 000 habitants, une métropole qui fait 250 000 habitants. Les mois qu'on a passés précédemment ont vu effectivement des évolutions commerciales, ont vu aussi une évolution au niveau des habitants. Notre maire a pris la parole il n'y a pas longtemps sur une chaîne nationale. Effectivement, 1 heure de Paris, on avait des pendulaires avant et maintenant on a des Parisiens qui viennent s'installer à Paris, et ça change aussi la donne au niveau urbanisme et ça change la donne au niveau du commerce, parce qu'on a des nouveaux habitants, des Parisiens qui sont peut-être un petit peu plus branchés, qui ont des usages différents de la province. Et il faut effectivement être vigilant à cet afflux de population parce qu'elle peut modifier un peu la donne. On parlait tout à l'heure de la surveillance par le biais des préemptions ou sur les tarifs de loyer. On peut avoir, en ce moment, c'est un peu ce qu'on connaît, on n'est pas embêté spécialement par la vacance. On est en train de risquer d'avoir un petit déséquilibre sur les types d'activités. Par exemple, un déséquilibre avec une restauration qui devient un peu plus présente, restauration-bar, qui peut être liée d'une part effectivement à plus d'habitants parisiens qui se délocalisent, mais aussi si on regarde l'évolution du commerce avec le digital, le pur digital, pas le figital, mais le digital risque de réserver le commerce au numérique, au digital, à l'Internet, et de réserver le physique à la restauration, au bar, à l'animation. Et ça, cet équilibre-là, je vais dire, il faut la surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'on risque de modifier des destinations de rue. Et il faut effectivement rester vigilant sur les cellules qui sont disponibles, à savoir par quel type de porteurs de projet elles sont prises, d'autant que on a un peu tendance quand même à constater que, sans être trop affirmatif, mais la restauration est peut-être plus porteur de marge que certaines autres activités comme le prêt-à-porter. Et donc, c'est l'effet induit. Une cellule avec un coût de loyer supérieur à la moyenne et une activité plus génératrice de marge, ça match et on se retrouve avec un petit peu trop de poids en restauration, avec la solution, effectivement, la préemption et les patrimoniales qui peuvent essayer de compenser cette évolution. Je reviens sur la slide. Alors voilà, c'est ça. Donc on a parlé tout à l'heure, on a évoqué rapidement le digital, le site marchand global de la ville. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place, déclenché l'hiver dernier, pendant le 2e confinement. Donc on a pris le pari de créer un site marchand orléanais avec les commerçants. On a énormément travaillé avec les commerçants, avec des services, avec des ergonomes pour essayer de faire un site marchand le plus en fonction de l'utilisateur et le plus en fonction du double utilisateur, puisqu'on a déterminé qu'il y avait 2 utilisateurs dans le site marchand. Il y avait le commerçant qui alimente et il y avait le consommateur. Et la difficulté était d'arriver à trouver le site marchand qui soit le plus aisé pour les 2 utilisateurs, puisque c'est très simple. Le commerçant, s'il ne fonctionne pas bien avec le site, il ne l'alimentera pas. Si le site n'est pas alimenté, il n'y aura pas de consommation. Donc le challenge était ça. Donc on a travaillé justement avec des ergonomes. On est en train de finaliser le site. On a, pour accompagner les commerçants, recruter par le biais du prestataire un animateur qui va aller prendre le commerçant par la main, lui faire incrémenter le site avec ses produits pour arriver à avoir quelque chose de fluide. Le commerçant ne comprenant pas toujours forcément l'intérêt d'alimenter le site, n'identifiant pas le site comme un autre magasin. Souvent, le commerçant a tendance à dire le site, bon, c'est un complément. Et j'alimente le site le soir après le dîner pendant le journal télévisé, alors qu'en fait le site est un commerce à proprement dit. Donc l'objectif, c'est pas forcément très ambitieux. J'entendais monsieur le maire qui parlait de 350, c'est l'objectif. Là, pour l'instant, on a un objectif cet hiver à une centaine de commerces présents sur le site. On est dans le salon de la franchise, je fais un petit focus. La difficulté aussi sur ce site, c'est que les franchisés parfois
peuvent pas forcément accéder à ce type de site. Les franchisés, ils ont le cross-sell, hein, comme on dit, mais plutôt en interne avec leur franchise, et ce qui peut un petit peu handicaper effectivement le site de la ville qui est en route. Pour ne pas être trop long, je vais continuer à parler d'équilibre. Voilà, je vais parler du grand écart, hein, puisque le titre de la table ronde, c'est le digital et la proximité. Un petit focus, hein, c'est nos bébés d'il y a quelques semaines. On a créé des webcams parce qu'effectivement, trop partir sur le digital, c'est peut-être ne pas assez faire venir des clients dans les commerces, dans le centre-ville. Les webcams, c'est 3 jambes, hein. C'est le commerce, c'est le tourisme, c'est le dynamisme, l'attractivité. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir montrer ce qu'on fait. C'est parfois là où on peut pêcher. Et puis à droite, c'est une webcam dédiée sur notre principale place d'Orléans, Jeanne d'Arc. Et cette webcam, en plus, montre l'importance du physique et l'importance de la proximité. C'est un marché, bon, dit nocturne, là, ce n'est pas le cas parce que la photo est récente, mais c'est un marché nocturne qui rassemble des producteurs locaux, alimentaires principalement, parce qu'effectivement, le physique, ce n'est pas non plus complètement la décroissance. Le physique et les marchés, pendant la pandémie, pendant les confinements, c'était quand même de la progression de chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Écoutez, on va clôturer cette table ronde. Merci beaucoup. Je sais que l'exercice de parler rapidement n'est pas facile, donc merci pour votre compréhension. Et on vous retrouve tout de suite pour le cocktail des élus, donc au Business Lounge, qui est dans la prolongation de notre stand, donc un peu plus dans le fond du hall. Merci beaucoup et à tout de suite.